Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au menu de l'actualité ce soir, soigner les maladies infantiles avec les plantes. La pratique est encore courante au Gabon, notamment dans les campagnes, mais Libreville n'y échappe pas, la plupart des tradithérapeutes étant installés dans la capitale. L'équipe nationale du Congo danse le fimbu, en français la chicotte, pour célébrer un but marqué, une victoire. Dans ce journal, nous allons découvrir les origines de cette danse observée au cours de la CAN Total Gabon 2017. Dialogue de sourds entre les États-Unis et le Mexique. Le nouveau président américain Donald Trump, qui veut construire un mur sur la frontière, est devenu sourd comme un mur à la volonté du Mexique de construire un dialogue sur l'économie et l'immigration. Voilà pour les titres. Débutons ce journal à l'intérieur du pays, plus précisément à Oyem, dans le nord du Gabon, où le séminaire de formation en entrepreneuriat initié par la Caisse de stabilisation de péréquation Kestab a pris fin ce week-end à la suite de 10 jours passés avec les ingénieurs agronomes qui avaient pour mission d'initier les jeunes aux techniques agricoles. C'est un reportage de Tex Akigassam. Dans ce projet, Jeunes entrepreneurs Cacao Café, 23 jeunes ont reçu leur attestation des maîtres des responsables de la Caisse de stabilisation et de péréquation Kestab. Dans son intervention de circonstance, le délégué provincial a prodigué des conseils aux récipiendaires au nom du directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation, Ismaël Ondia Souna. Je vous conseille à être très sérieux dans ce que vous allez faire. Vous êtes la première vague. Il y aura d'autres vagues qui vont venir parce qu'au jour d'aujourd'hui, le café cacao est devenu une entreprise. En prenant la parole tout d'abord, le représentant des jeunes a tenu à rassurer les responsables de la Caisse Tab qu'ils peuvent désormais compter sur eux comme partenaires à la suite de cette formation. Les récipiendaires ont dévoilé leur projet par la suite. Nous serons à la hauteur de vos attentes dans le cadre du programme GK, avec l'aide de notre premier partenaire, la Caisse Tab. La formation s'est bien déroulée. Je remercie le président de la République. Merci, monsieur le directeur général de la Caisse Tab. La formation était super. Quand je rentre chez moi, je pars faire ma plantation. La deuxième étape de ce projet se poursuivra à Massoukou, capitale provinciale du Haut-Ogooué, dans les tout prochains jours. D'Oyem à Franceville, nous allons là du nord pour le sud-est du Gabon, où l'impact de la décision du ministère de l'Éducation nationale sur la réinitialisation des coefficients des matières A1 a fait réagir enseignants et apprenants au terme de ce premier trimestre. Wilson Obakassa. L'application des nouvelles mesures initiées par le ministère de l'Éducation nationale relatives à la réinitialisation des coefficients A1 dans toutes les matières pour les élèves du premier cycle de l'enseignement secondaire a connu un impact positif au terme de ce premier trimestre dans les établissements privés et publics de Franceville. La mesure est la bienvenue pour les élèves parce qu'avec coefficient 1,1, vraiment nombreux de nos élèves sont admis. Et je crois que c'est une bonne partie pour la jeunesse gabonaise. Ces réformes nous ont permis de travailler conformément à cet esprit et nous constatons qu'en fin de trimestre, les résultats qui tournaient autour de 40-41% chaque année au premier trimestre sont allés au-delà et nous sommes à 54,19% de réussite au premier trimestre. Cette mesure a été également saluée par les nombreux apprenants au vu des résultats obtenus. L'année dernière, les coefficients étaient, par exemple, les maths, c'était à 6 et l'année là, on a réduit les coefficients, tout est devenu à 1. Donc, on a la possibilité de travailler dans les autres matières, de travailler toutes les matières et de pouvoir encombrer les lacunes que nous avons dans certaines matières. Mais je trouve ça quand même bien, le fait qu'ils ont rabaissé les coefficients, parce que ça nous permet de ne plus se concentrer plus dans une seule matière. Pour sa première phase d'expérimentation, cette décision gouvernementale palliera sans nul doute à la réduction du taux d'échec enregistré très souvent dans les nombreux établissements de notre pays. Balai d'engins et d'ouvriers pour faire avancer le chantier de la route nationale numéro 1 en sortant de Libreville. Ce chantier dessine déjà la route telle qu'elle devra être en dépit des intempéries qui freinent les travaux, comme nous le rapportent Kenny Ongori et Hervé Aubian. Les travaux routiers sur la nationale 1 connaissent une reprise fulgurante. Elle est consécutive au paiement en partie de la dette des entreprises par l'État gabonais. Le chantier se développe et a même atteint une vitesse de croisière par endroit.
Le balai des engins donne une idée de la tâche et montre la détermination du gouvernement à dessiner cette route, véritable dorsale qui permet de relier l'intérieur du pays. Cette route 2 fois 2 voies changera le visage des quartiers environnants. On peut déjà y voir le grand mur de soutènement qui a été construit. L'installation des dallots de sécurité et même déjà des tas de gravillons annonciateurs du revêtement. Au carrefour PK7, la phase d'essai pour présenter la future voie est presque arrivée à terme. Le revêtement de la chaussée sera fait d'un béton bitumineux aux normes à plusieurs centimètres d'épaisseur. Un peu plus loin, le chantier avance et se porte plutôt bien, en dépit des fortes pluies qui ralentissent les travaux. On peut également constater que même les week-ends, les employés et les machines sont au rendez-vous du développement sur les PK. Le désir de fumer, de consommer en permanence des boissons alcoolisées ou autres habitudes néfastes à la santé ne sont pas toujours faciles à vaincre, madame, monsieur. Mais comment s'en sortir? Des suggestions avec Linda Gaël Maganga et Hervé Aubian. La volonté est le mot qui ressort majoritairement chez toutes les personnes interrogées sur les méthodes éventuelles pour se défaire d'une habitude néfaste à la santé. Mais pour le cas du désir de fumer, certains affirment que la sensibilisation est nécessaire. C'est juste un problème de volonté. Pour que la personne arrête de fumer, il faut d'abord passer par une sensibilisation. Il faut que la personne soit informée des dangers qu'elle court en fumant. Prendre conscience des substances qui sont nocives pour la santé, qui sont dans la cigarette. Et je pense qu'à partir de là, les gens peuvent prendre conscience et arrêter de fumer. Toutefois, la volonté, comme point de départ pour se débarrasser du désir de fumer, peut être insuffisante si la personne concernée refuse de prendre conscience du danger du tabac. Je ne peux pas me considérer comme un fumeur, vu que je prends un bâton, 2 bâtons autour d'une bière. Et quand je ne consomme pas les alcools, je ne touche pas à la cigarette. L'aide du personnel de santé peut être envisagée dans les cas les plus difficiles. Je vous le disais en titre, en Afrique, le recours à la médecine traditionnelle est une pratique très courante dans les campagnes et même dans les villes. La capitale gabonaise n'échappe pas à cette réalité. Les maladies infantiles soignées le plus souvent par les plantes, c'est un reportage de Ludmila Ntoutoum et Alexandre Nkogé. Soigner les maladies infantiles à base de plantes comme la toux, la rate, les oreillons et autres maux qui affectent les nourrissons passe par les potions faites à base de plantes ou des écorces d'arbres. Leur usage serait spécifique à certaines pathologies infantiles. Ces feuilles que vous voyez là, c'est avec ça que je sais de remédier un peu la situation des enfants, que ce soit le rouge fessier, que ce soit la rate, que ce soit la bronchite. Donc il suffit seulement de les jumeler, piler et puis fermenter avec le jus de canne sauvage qu'on appelle enfin les miam ou bien pour nous les mikwissa. Et avec ça, là, j'ai toujours de bons résultats quand je soigne les maladies des enfants comme le rouge fessier, la bronchite et la rate aussi, ça marche bien. Au Gabon, malgré l'avènement des médicaments génériques, grand nombre de parents préfèrent continuer à se tourner vers la nature pour y rechercher des remèdes essentiels à base de plantes. La médecine et la pharmacopée traditionnelle restent alors les seules sources de remèdes possibles. Cap cette fois sur la République démocratique du Congo pour parler du Fimbu, la chicotte en français. C'est la nouvelle danse de l'artiste congolais Félix Ouazekwa, destinée à célébrer chaque victoire des Léopards pendant la CAN 2017. Charlène Flore Medza nous en parle. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2017, à chaque victoire, les Léopards de la RDC ne manquent pas d'afficher leur joie en esquissant les pas de la danse Fimbu, la chicotte ou encore le fouet, créé par l'artiste congolais Félix Ouazekwa. Cette danse, déjà très prisée par les populations congolaises, est une marque de supériorité perceptible par les joueurs de l'équipe nationale du Congo en cas de victoire sur l'équipe adverse. À chaque victoire, les joueurs congolais vont trouver leurs supporters pour exécuter avec eux, face à face, cette danse du Fimbu, comme cela fut le cas lors de la rencontre Maroc-RDC, avec le but de Junior Kabalonga à la 55e minute du jeu. L'artiste n'entend pas s'arrêter en RDC. Il serait actuellement pour parler avec certains artistes de renom, tels que Maître James et Youssoufa, pour réaliser une version internationale du Fimbu. Le terme Fimbu, dans la mémoire collective congolaise, est associé aux violences coloniales en 1885 et 1908. C'était le moindre châtiment imposé par l'administration coloniale.
Le gouvernement burundais a organisé samedi 28 janvier des manifestations à travers le pays pour exprimer son hostilité envers une résolution du Parlement européen. Le récit de Charlène Flormeza. Ce samedi 28 janvier, dans la capitale Bujumbura, un long cortège emmené par le maire de la ville, Freddy Mbonipa, et le ministre de l'Intérieur, Terence Ntahiraja, s'est arrêté devant le siège de la représentation de l'Union européenne pour dénoncer la résolution du 19 janvier. Cette marche, organisée par le pouvoir, aurait enregistré près de 10 000 participants selon les autorités, incluant les taxis-vélos et conducteurs de tuk-tuk qui, selon de nombreux témoignages concordants, sont parfois rémunérés pour participer aux manifestations, ce que le pouvoir a toujours nié. Le 19 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution appelant notamment le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale à ouvrir rapidement une enquête complète sur les violations des droits de l'homme qui auraient été commises au Burundi au cours de la récente crise dans le pays. Laissons-les nous humilier, en particulier ce Parlement de l'Union européenne qui travaille sur les mensonges et fait sortir des déclarations qui ne sont pas crédibles, a lancé à la foule le maire de la ville, Freddy Mbonipa. Pour le ministre de l'Intérieur, cette marche est une ingérence contre le Parlement européen. Nous sommes ici pour dénoncer la résolution mensongère du Parlement européen du 19 janvier. Le Burundi est plongé dans une grave crise émaillée de violences qui ont fait plus de 500 morts depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat. Près de 150 migrants éthiopiens ont reçu des indemnisations présidentielles en décembre 2016 après avoir été détenus en Zambie durant 1 à 5 ans qui ont été rapatriés en Éthiopie, comme nous le rapporte Charlène Flormeza. 150 migrants éthiopiens ont été libérés de détention en Zambie suite à la grâce présidentielle accordée et sont rentrés chez eux en Éthiopie avec l'aide de l'Organisation internationale des migrants. Ces personnes qui purgeaient des peines allant d'1 à 5 ans d'emprisonnement pour avoir eu recours à des passeurs ont obtenu la grâce présidentielle grâce à l'Organisation internationale des migrants. L'Afrique du Sud, Eldorado de ces jeunes Éthiopiens, représentait le signe d'une nouvelle vie, quitte à laisser leur vie durant le trajet très dangereux. Le voyage était horrible. Les trafiquants nous ont cachés dans un camion où nous étions étouffés et ne pouvons pas respirer. Beaucoup de nos amis ont perdu la vie et d'autres ont été grièvement blessés. Quand nous avons crié pour l'aide, ils nous ont intimidés avec des armes et des haches. Ils sont impitoyables et inhumains. Ce n'était pas ce que nous attendions. Nous sommes si chanceux de revenir à la maison aujourd'hui et de voir cette lumière, car cela a coûté la vie à beaucoup de personnes. La décision du président d'accorder la grâce à ses enfants et de les libérer démontre l'engagement du gouvernement à respecter les droits des migrants vulnérables, déclare Abiba Touane, chef de mission de l'Organisation internationale des migrants en Zambie. Donald Trump est resté évasif vendredi sur une levée des sanctions contre la Russie à propos du conflit ukrainien. La première ministre britannique Theresa May réclamant leur maintien à la veille d'une conversation téléphonique entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. Les détails de Ludmila Tuntum. Alors que les rapports diplomatiques sont tendus entre Donald Trump et le Mexique, le président américain a ouvert le bureau ovale à un premier dirigeant étranger. Cet honneur est revenu à la première ministre britannique Theresa May, qui a été reçue vendredi soir à la Maison-Blanche pour évoquer les liens commerciaux post-Brexit et donner une impulsion différente à la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous allons voir ce qui se passe en ce qui concerne les sanctions. C'est très tôt pour en parler. Mais nous cherchons à avoir une excellente relation avec tous les pays idéalement. Cela ne se produira pas nécessairement. Le président américain Donald Trump est resté évasif sur les levées des sanctions contre la Russie à propos du conflit iranien. La première ministre britannique Theresa May réclame leur maintien à la veille d'une conversation téléphonique entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. Nous avons clairement exprimé notre souhait de voir l'accord de Minsk pleinement mis en œuvre. Nous pensons que les sanctions devraient se poursuivre jusqu'à ce que l'accord de Minsk soit pleinement mis en œuvre et nous continuons à le faire valoir à l'intérieur de l'Union européenne.
Donald Trump doit également s'entretenir ce samedi par téléphone avec son homologue français François Hollande et avec la chancelière allemande Angela Merkel. Le président américain a beaucoup critiqué Mme Merkel pour sa politique d'ouverture aux réfugiés et aux migrants. D'ailleurs, M. Hollande, lors d'une visite à Berlin vendredi pour rencontrer Mme Merkel, a jugé que l'administration Trump représentait un défi pour l'Union européenne, tant en matière commerciale qu'en politique étrangère. Le milliardaire et magnat des télécommunications mexicain Carlos Slim voit en Donald Trump un négociateur qui devrait davantage investir dans l'économie mexicaine et l'emploi que de construire un mur à la frontière. Jamila Bengman. Patron plutôt discret, Carlos Slim a convoqué une conférence de presse pour faire entendre sa voix en pleine crise diplomatique entre les États-Unis et le Mexique au sujet du mur que souhaite voir bâtir le président américain à la frontière pour stopper l'immigration illégale. Le meilleur mur est l'investissement, les activités économiques et les opportunités d'emploi au Mexique. C'est le meilleur mur. Donald Trump s'est engagé à envoyer la facture au Mexique qui n'entend pas la payer. Selon le milliardaire mexicain, le président américain cherche à provoquer pour négocier. Il ne peut pas fermer les usines et les récupérer d'un jour à l'autre. Il ne peut pas transférer les industries américaines du Mexique vers les États-Unis. C'est un trop gros coût. C'est totalement irrationnel et hors de prix. Trump n'est pas Terminator, c'est un négociateur. Il s'est montré confiant quant à la tenue prochaine d'une réunion entre le président mexicain Enrique Peña Nieto et son homologue américain du fait de l'importance de la relation entre les deux États. Ayons une position de force, sans colère, mais sans nous rendre non plus. Donald Trump a indiqué à plusieurs reprises qu'il compte négocier, voire abroger l'accord de libre-échange nord-américain regroupant les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le magnat mexicain a souligné qu'à l'heure d'entamer des négociations avec les États-Unis, les responsables mexicains devaient comprendre que l'intérêt de leur homologue américain est d'obtenir un accord économique et commercial avec le Mexique. Quittant cette fois le Mexique pour la Turquie où après avoir rencontré le président Recep Tayyip Erdogan, la première ministre britannique Theresa May a été accueillie par le premier ministre turc Binali Yildirim samedi à Ankara. La première ministre britannique Theresa May a incité la Turquie à respecter l'état de droit tout en promettant de nouvelles étapes pour doper les relations commerciales entre les deux pays après une rencontre avec le président Recep Tayyip Erdogan à Ankara. Madame May a ainsi annoncé la création d'un groupe de travail turco-britannique pour stimuler leurs relations commerciales une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne. La page des sports avec les acteurs de la boxe gabonaise qui se sont retrouvés ce samedi à la salle nationale de boxe située dans le 3e arrondissement où se tenait la 2e journée du championnat de boxe de la Ligue de l'Estuaire. Gaël Mapessi et Alexandre Kogué pour les détails. Le championnat de boxe de Ligue de l'Estuaire a repris ses droits ce samedi 28 janvier à la salle de boxe de Libreville. C'est juste la 2e journée du championnat de la Ligue. Une occasion qui a permis au président de la Ligue de revenir sur les problèmes qu'il rencontre au quotidien et de donner les objectifs visés par ce gala. C'est enfin de pouvoir préparer nos boxeurs de l'Estuaire par rapport au prochain championnat national. Les difficultés sont énormes. D'abord, sur le point que la Ligue n'est pas subventionnée, c'est déjà un gros mal à dire que c'est nous qui formons la pépinière. Et si nous formons la pépinière avec nos propres ressources, vraiment c'est une grosse difficulté pour nous. Vainqueurs de leurs combats respectifs, les champions du Gabon 2016 en catégorie moins de 60 kg et de 64 kg invitent les jeunes à s'intéresser au noble art. Le message que je vais lancer pour mes frères gabonais, les jeunes hommes comme femmes, parce qu'il y a des filles en boxe, c'est juste qu'ils puissent laisser des trucs qu'ils font au quartier et que ça ne donne pas de peut-être passer leur temps dans les bars, faire la casse, ça ne sert à rien. Tu veux faire la casse, viens faire la casse en salle. J'invite aussi le public à venir nous soutenir lorsqu'il y aura les galas de boxe prochainement. Nous boxons ici à la Fédération gabonaise de boxe après 2 semaines, chaque week-end, plus précisément le samedi. Donc vous qui êtes au quartier, venez nous assister. Au total,
9 combats ont animé cette deuxième journée de championnat. Prochain rendez-vous, le 25 février 2017. Et puis, la Norvège rejoint la France en finale du mondial de handball après s'être qualifiée au terme d'un match intense contre la Croatie, 28-25 vendredi à Paris. Regardez. Tenant du titre, hôte de la compétition et déjà vainqueur des Scandinaves au tour préliminaire, les Bleus seront les grandissimes favoris de cet épilogue organisé à Bercy. La France est la meilleure équipe du monde. On va juste essayer de prendre du plaisir. Pour l'instant, on est tellement fatigué. C'était tellement difficile aujourd'hui. Nous sommes déjà des héros en Norvège avec cette première finale. C'est dans la mythique salle de la capitale que les costauds emmenés par Jackson Richardson s'étaient parés de la couronne mondiale en 2001. Les deux derniers rescapés de cette équipe, Daniel Narcisse et Thierry Omeyer, ne sont plus très loin de revivre ces réjouissances à domicile. Je suis tellement heureux, c'est un rêve qui devient réalité. On s'est bagarré pendant 70 minutes, on est fatigué mais tellement fier d'avoir gagné. Je suis tellement heureux d'être dans cette équipe. Mais la fatigue risque d'avoir son importance. Les Français auront 2 jours pour récupérer avant la finale. Les Norvégiens, un seul, et ont déjà dépensé beaucoup d'énergie pour venir à bout de la Croatie, championne du monde 2003. Grâce à leur gardien, auteur de 16 arrêts, dont un à la fin du temps réglementaire sur un pénalty de l'ailier droit, ils ont néanmoins réalisé le plus beau coup de leur histoire. Le rappel des titres à présent avant de nous quitter. Nous avons eu dans ce journal, Madame, Monsieur, soigner les maladies infantiles avec les plantes. La pratique est encore courante comme nous l'avons vu au Gabon, notamment dans les campagnes, mais Libreville n'y échappe pas. La plupart des tradithérapeutes étant installés dans la capitale. CAN Total Gabon 2017, l'équipe nationale du Congo danse le Fimbu pour célébrer un but marqué une victoire. Dans ce journal, nous avons découvert les origines de cette danse. Dialogue de sourds entre les États-Unis et le Mexique. Le nouveau président américain Donald Trump, qui veut construire un mur sur la frontière, est devenu sourd comme un mur à la volonté du Mexique de construire un dialogue sur l'économie et l'immigration. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de rester sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous.